Je tenais à saluer, bien sûr, notre public. Alors, tout le dernier rang, c'est pas du public. Hein. Notre public, Madame Pfeiffer, que tout le monde connaît, et qui est une fidèle, j'allais dire, de l'émission maintenant qu'on est filmé. Mais non, elle est là en réel dans les locaux. De saluer le Républicain lorrain et la présence d'Emmanuel de Rosa. De vous souhaiter la bienvenue de nouveau dans vos instances communautaires après ces vacances. J'espère qu'elle s'est bien passée pour tout le monde. Pendant la période des vacances, vous avez vu, on n'a pas chômé. On a même profité de l'occasion et du mois d'août et de ces beaux jours pour poser quelques pierres, notamment la pierre au niveau, la première pierre du CTE, le Centre technique et environnemental, et la première pierre au niveau de la crèche de Étanges-Grand. Donc je dirais que les travaux se passent bien. Sur la crèche, on aura peut-être un petit mois de retard, mais l'objectif est septembre 2013, donc dans tous les cas, nous serons largement dans les temps. Une autre information importante, notre nouveau camion pour le ramassage du tri sélectif est arrivé et il est parti se refaire une beauté pour être tout de suite avec le logo de la communauté de communes sur les côtés comme les autres. Voilà, donc tout ça est en route et nous pourrons démarrer le 1er novembre le ramassage du tri sélectif. Je tenais également donc à saluer et à vous présenter les nouveaux agents. Alors, pas les deux anciens à lunettes qui sont tout au bout à gauche, mais tout le reste du personnel ici présent. Alors, comme il est de coutume, je vais les appeler et je vais les appeler par date d'ancienneté dans nos locaux, de manière à ce que vous puissiez les voir et au moins visualiser nos nouveaux partenaires et personnels. Donc, Monsieur Alexandre Véder, qui a été recruté au mois d'avril comme technicien sur l'emploi de cartographe et DAO. Donc, ce poste n'est pas une création de poste. Monsieur Véder est venu en remplacement oui, c'est ça, de Monsieur Mucher qui a quitté la collectivité pour aller ailleurs. Merci. Monsieur Grégory Gastrin, qui est adjoint technique à la régie des ordures ménagères et qui a démarré le 1er mai 2012. C'est également un remplacement. Madame Katia Alvarez, qui est auxiliaire de puériculture au multi-accueil Les Lutins du Château à Rodemack, depuis le 17 mai. Ainsi que Madame Yvonne Pietrignac, auxiliaire de puériculture au multi-accueil Les Frimousses, à Volmerange-les-Mines. Alors, ces deux postes sont des créations de postes. Vous savez qu'on a des difficultés importantes de trouver des auxiliaires de puériculture. Et donc, dans l'anticipation aussi de l'arrivée de Étanges-Grande, nous avons pris les devants et donc nous avons recruté ces deux personnes. Madame Véronique Strasser, qui est responsable du Centre intercommunal d'action sociale et qui a démarré le 1er août 2012. Donc là, comme on l'avait dit, c'est une création de poste. Marie-France Ciofetti, qui est responsable du service finance à compter du 1er septembre 2012. Là, il s'agit d'un remplacement suite au départ de Monsieur Laurent Malinger. Monsieur Frédéric Valéjot, qui est mécanicien, chauffeur poids lourd et qui a démarré le 1er septembre 2012. Donc là, c'est une création. On a acheté des camions de marque française qui, normalement, ne vont pas tomber en panne. Mais on a quand même besoin d'un mécanicien dans le CTE. Ah, oui, rien que pour faire la maintenance, pour qu'il ne tombe pas en panne.
Madame Agnès Hugonnet, qui est une auxiliaire de puériculture au multi-accueil Les Frimousses. Donc là, il s'agit d'un remplacement. Et enfin, Madame Dominique Lebesson, qui est chargée de mission aménagement de l'espace, développement économique et relations transfrontalières, qui, elle, a commencé le 8 octobre 2012. Là aussi, c'est une création. C'était les deux postes entre le poste de Madame Lebesson et Madame Strasser, qui étaient des postes pour s'occuper plus ou moins des commissions dont Philomène avait avant une application très forte, dans lesquelles Philomène avait une application très forte. Donc, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Alors, voilà l'ensemble des élus communautaires. Je vais éviter de vous les présenter toutes et tous, mais on tient à votre disposition à Robinoscope ou alors normalement sur le site de la communauté de communes, vous pouvez aller les voir. Donc maintenant, là, je m'adresse aux agents. Si vous souhaitez rester pendant le conseil, vous pouvez, mais ceux qui veulent disposer de leur soirée, aller voir le match de l'équipe de France, vous pouvez bien sûr partir. Et en tous les cas, à ceux qui partent et à ceux qui restent, merci d'être venus ce soir en préambule de ce conseil communautaire. Allez-y. Hein, Oui, M. Ornielli, vous restez. Bonsoir. 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 Je profite de ce petit laps de temps pour saluer les internautes qui sont peut-être en train de nous regarder. Je voudrais revenir sur quelques manifestations passées et qui vont nécessiter, toujours dans le cadre du préambule de ce conseil communautaire, un tirage au sort. Vous savez que lors des journées du patrimoine, nous avions organisé un questionnaire et donc les 5 premiers prix sont récompensés. Donc nous avons reçu 30 réponses. Sur ces 30 réponses, il y a 19 réponses justes. Donc si vous voulez bien, nous allons procéder au tirage au sort. Et dans ce cas, je demande à la plus jeune d'entre nous de venir faire le tirage, en l'absence d'Isabelle Renoir. Oui. Alors, vous pouvez procéder, oui. Voilà, Katia, tu peux procéder là. Sous le regard vigilant de notre ami André Blanchard et de Jean-Marie. Vous êtes assesseur. Hein. Bon, alors attends, hein, Katia, on va... Oui, mais bien sûr. Donc on va commencer par le 5e prix. J'ai allumé le micro là auprès de toi, regarde. Alors, le 5e prix, c'est Madame ou Mademoiselle Magali Petit de Étanges-Grande. D'accord, donc les gagnants, nous allons reprendre contact avec eux. Il faut dire dessus, 5e. Donc le 5e prix, il s'agit d'échantillons et de gadgets de la communauté de communes. Le 4e. Il s'agit de Madame Simone Hoffmann de Longeville-les-Messes. Alors là, il s'agit d'une parure de stylo communauté de communes, comme vous aviez reçu à un moment donné, ainsi qu'un échantillon de gadgets. Le 3e prix. Alors, Madame Marie-France Salmon de Boost. Alors, le 3e prix, c'est un ouvrage de Serge Domini, la communauté de communes au port du Luxembourg, plus un échantillon de gadgets. Ensuite, Monsieur Alain Chapler de Thionville.
Là, il s'agit d'un ouvrage de Philippe Stakowski, une région transfrontalière, plus un échantillon de gadgets. Et de Madame Liliane Chapler, à Thionville aussi. Donc cette dame a gagné le premier prix, qui consiste à un repas pour 2 personnes au restaurant La Lorraine à Zoufgane, ainsi qu'un échantillon de gadgets communauté de communes. Voilà, donc on peut les applaudir, je pense. Deuxième résultat à vous donner, c'est le résultat concernant les écoles au moment du concours du Tour de Moselle. Donc il y avait un ensemble de jurys, tout compte fait, je n'ai pas participé au vote, je le dis, et le résultat s'est joué à 0,5 points près. Donc c'était assez serré au niveau du jury, et c'est la commune d'Eschrange qui a gagné. Voilà, donc on peut applaudir les enfants de la commune d'Eschrange, et l'écart de 0,5 points, c'était avec les enfants de Gavis. Voilà. Bravo. Donc il est prévu qu'un lundi matin, mais la date reste encore un peu à définir, je me rendre avec les élus communautaires qui ont participé au jury suivant leur disponibilité, et nous irons remettre à chaque enfant de l'école un sac de la communauté de communes avec des gadgets, ainsi que 2 entrées pour la piscine. Il faut, et je tiens à le préciser, une des entrées est offerte par Carélis, qui gère la piscine de Cap-Vert à Breistroff-la-Grande. Voilà. Donc, étant donné qu'on a fait les manifestations à passer, on va faire celle à venir. Le lundi 22 octobre, à partir de 9 h, nous allons visiter le collège de Cattenom, notamment le dispositif du cartable numérique. Certains, enfin pas certains, mais la communauté de communes, en partenariat avec le Conseil général, a financé 50% de la mise en œuvre de ce cartable. Donc il me semblait important que vous puissiez à un moment donné vous rendre compte du service que ça a apporté au niveau de l'éducation nationale. Aujourd'hui, ont confirmé leur présence Émile Reicher, Nicole Cortez, André Blanchard, Gilles Vieuxange et M. Joseph Ornielli. Alors moi, je vous invite à toutes celles et à tous ceux qui souhaiteraient venir avec de pouvoir contacter Antoinette et de s'inscrire ou de téléphoner demain dans la journée. C'est à 9 h le matin. Voilà. Le 23 octobre, il y a dans la même journée 2 dates, enfin 2 horaires à retenir en matière de développement économique et de relations transfrontalières. Tout d'abord, à 14 h, les membres du bureau participeront à une réunion sur un colloque sur la mobilité transfrontalière à Luxembourg-Kirchberg, en présence de Claude Wissler, ministre du Développement durable et des Infrastructures. Donc ça s'adresse à la base aux membres du bureau. Ensuite, à 20 h, à l'auditorium de la médiathèque à Cattenom, vous avez tous été conviés à la conférence que tiendra le groupe Atout France. Alors, il faut savoir que Atout France est l'opérateur unique de l'État en matière de tourisme et qui a pour mission d'assurer le développement de ce secteur et de l'ensemble de ses acteurs sur le potentiel de la classe moyenne chinoise. Pourquoi ? Vous avez bien vu que dernièrement, les premiers coups de pelle ont été donnés sur le site de Terra Lorraine. Il me semblait important que vous puissiez, que les acteurs économiques et touristiques de ce territoire puissent avoir
une idée des enjeux touristiques et économiques que pouvait demain emmener le projet Terra Lorraine dans le Nord mosellan. Et comme c'est un peu comme aux échecs en matière d'économie et qu'il est toujours conseillé d'avoir un coup d'avance, j'ai souhaité que cette réunion se tienne afin que vous tous les acteurs de ce territoire, aient dès demain des pistes de réflexion afin d'anticiper l'arrivée de ce développement, je peux dire, quasiment inespéré dans le Nord mosellan lorsqu'on voit ce qui se passe dans la vallée de la Fensch. Voilà, donc aujourd'hui, un certain nombre de personnes ont confirmé leur présence, donc il y a à peu près 35 personnes qui sont des acteurs économiques. Mais comme élus, pour l'instant, mais je pense que vous avez peut-être dû un peu oublier, il n'y a que M. Blanc, M. Zenner, M. Vogel, M. Clément, M. Bord, M. Zayvert et Mme Garcy qui ont confirmé. Donc là aussi, toutes celles et tous ceux qui voudraient confirmer leur présence peuvent le faire. On va peut-être pas embêter Antoinette ce soir, mais dès demain matin, appeler le secrétariat de la communauté de communes pour s'inscrire. Je crois qu'il est important que dès à présent, même au sein de la 5e commission, notre commission de développement économique, on puisse avoir cette approche. Parce que demain, il va y avoir aussi d'autres enjeux. Vous savez qu'aujourd'hui, sur la Lorraine entière, on est en train de recenser des friches industrielles parce qu'il ne va pas seulement y avoir le pôle de Terra Lorraine. Il y aura besoin d'autres terrains aux alentours pour pouvoir installer des entreprises. Et là, ça pourrait être des initiatives locales d'entreprises. Je ne vais pas vous redonner l'exemple qui est souvent donné de celui de la chemise qui arrive en conteneur sous vide. Et il faudra bien que localement, à un moment donné, quelqu'un ouvrira le plastique, repassera et reconditionnera la chemise. Et quand on parle de 3000 emplois au début, ces emplois-là ne sont pas comptés dans les 3000. Donc, il va y avoir toute une réflexion par rapport à cette approche. Et je crois qu'il est bon que vous, élus, que nos acteurs économiques, tout doucement, se mettent à réfléchir comment nous pourrons, sur ce territoire, avoir les meilleures retombées économiques et touristiques par rapport à l'arrivée de ce projet à Illange. Donc, pour toutes celles et tous ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à venir nous rejoindre en cette soirée du 23 octobre. Le 25 octobre, il va y avoir le salon à l'envers. Alors, la grande nouveauté, c'est qu'auparavant, chaque communauté de communes ou d'agglomération avait un stand. Là, les présidents au sein du G6, nous avons décidé de faire un stand commun. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer le 25 octobre sur ce salon à l'envers. Tout doucement, je rentre dans le vif du sujet et je vais vous demander si je peux rajouter à l'ordre du jour 2 motions de soutien ainsi qu'un point supplémentaire. La première motion, et j'en ai parlé lors d'une réunion qui s'est tenue la semaine dernière avec les élus de la 2e et de la 6e commission, consiste à soutenir le RASED de Étanges-Grande. Vous savez tous, en tant qu'élus, je pense, ce qu'est le RASED, mais je vais peut-être le dire si nos amis internautes nous regardent. C'est des professeurs des écoles qui viennent à un moment donné dans nos écoles élémentaires et passent du temps avec des élèves qui ont des difficultés particulières. Et donc aujourd'hui, le RASED
est composé d'un effectif de 3 personnes. Il y a encore heureusement 3 personnes, parce qu'une personne qui devait partir à la retraite a demandé de prolonger d'1 année. Alors, dans le cadre de la motion qui vous est proposée, c'est d'intervenir pour que les effectifs du RASED, lorsque la personne au mois de juin 2013 demandera sa retraite, restent au minimum à 3 personnes, en sachant que dans le passé, il y avait 4 personnes. Voilà. Donc je crois que c'est important, et je crois que nous tous, en tant que maire ou en tant qu'adjoint, nous avons vu le personnel du RASED intervenir dans nos écoles élémentaires. La deuxième motion concerne, bien sûr, la fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal à Florange. Aujourd'hui, dans le Nord-Mosellan, et vous en avez fait preuve également de solidarité il y a à peu près 1 an, lorsque nous avions été à Florange rencontrer le personnel d'ArcelorMittal. Donc aujourd'hui, il vous est demandé à travers cette motion d'apporter une nouvelle fois votre soutien au personnel aujourd'hui en difficulté, et surtout de demander à ce que toutes les mesures puissent être prises pour qu'on laisse, si jamais un acquéreur se présente, qu'on laisse l'acquéreur reprendre l'outil. Ça non plus, c'est aujourd'hui malheureusement pas encore une chose gagnée. Voilà un peu l'objet de cette motion. Et je souhaiterais rajouter un point concernant le contrat d'assainissement sur Échrange-Molvange. Nous avions fait un protocole d'accord et par rapport à certaines difficultés rencontrées, nous allons arriver au terme de la date initialement prévue dans le cadre du protocole d'accord. Donc ce point demande simplement qu'on puisse aller un peu plus loin dans le délai qui a été initialement signé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse, je crois que c'est en 16, 17 et 18e point, rajouter ces 2 motions et ce point sur l'assainissement? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Avant d'ouvrir ce conseil communautaire, je m'étais engagé à travailler en automne sur la réforme financière. Aujourd'hui, j'ai un problème pour vous soumettre des pistes, c'est que le gouvernement n'a pas encore voté sa loi de finances. Et il me semblerait inopportun de réfléchir sur des pistes et que demain, le cadre de la loi de finances change complètement. Donc, je crois qu'il est urgent d'attendre d'avoir un peu le positionnement de la politique de l'État, et une fois que nous aurons connaissance de cette politique-là, de revoir comment nous devons nous adapter et mettre dans notre politique ce qu'on avait évoqué lors des débats précédents. Alors par contre, j'ai une bonne nouvelle, c'est que lors du dernier congrès de la DCF, où nous nous étions rendus avec les services à une quinzaine, deux informations importantes nous ont été délivrées. La première, c'est que l'histoire du FPIC, vous savez, la fameuse mesure mise en place dans le cadre de la solidarité, va évoluer, et va évoluer où la part, l'élu communautaire ne va pas dire s'il se réjouit ou pas, mais le maire, oui, et je pense que les autres maires ici aussi, la part des communes à travers le FPIC va diminuer. C'est-à-dire que dans leur système précédent de calcul, il y a un coefficient qui est appliqué au niveau des communes qui ne sera plus appliqué. Donc je sais que lors du premier débat,
Certains souhaitaient que la part de la communauté de communes soit plus importante, étant donné que c'est elle qui, à la base, perçoit quand même un ensemble de taxes. Donc, a priori, cela sera fait et cela sera mis en œuvre dans le PIC. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle pour les maires, mais pas pour les élus communautaires que vous êtes. Et je dirais la deuxième, au niveau du congrès de la DCF, une volonté forte a été affichée sur le fait de séparer, de retravailler tout d'abord sur les bases du bâti industriel et professionnel et du foncier bâti des ménages. Et que ce que nous souhaitions, lorsque nous avons supprimé la redevance ou la taxe sur les ordures ménagères, c'est-à-dire la séparation du foncier bâti industriel et ménage, devrait voir le jour en 2014. Voilà. Donc aujourd'hui, cette piste a été plus ou moins assez fortement affichée. Donc, pour certains de nos propriétaires, ça n'aura pas été assez vite, mais si ça se trouve, notre projection dans l'avenir va se réaliser, et à partir de là, nous pourrons reséparer le foncier des ménages. Et bien sûr, la quatrième commission pourra prospecter d'une manière plus forte sur la politique qu'elle souhaite mener en matière de redevances ou de taxes sur les ordures ménagères. C'est-à-dire voir la mise en œuvre de la redevance incitative. Voilà. À partir de là, nous aurons de nouveau les coudées franches pour retravailler sur cette politique-là. Voilà, donc ça c'est un peu les bonnes nouvelles de l'EPFL, de la DCF. Je vous rappelle qu'il va y avoir différentes réunions concernant le comité de pilotage de l'EPFL. Il y avait une première réunion où il y avait, excusez-moi du terme, 3, 4, 5, 6 personnes dans cette salle. Alors, la date était sûrement mal choisie, période de vacances, tout ce qu'on... Mais je crois que vous devez absolument comprendre que si, par le passé, ce territoire a eu un enjeu, dans l'avenir, ce territoire aura toujours un enjeu, au moins sur un avenir à 10-15 ans, et qu'à un moment donné, il va quand même falloir que chacune et chacun d'entre vous, dans sa commune, puisse répondre à la problématique de la pression foncière. Et pour ça, lorsqu'on est des petites communes, comme la plupart d'entre nous, seul l'outil EPFL, utilisé à bon escient, utilisé comme vous l'aurez travaillé avec vos conseils municipaux, comme nous l'aurons travaillé ici au niveau de la communauté de communes, pourra être la seule réponse à la problématique de la pression foncière. Je veux dire, certains villages ont connu différentes problématiques par le passé, d'autres aujourd'hui sont à la limite sur le fil pour les revivre. Je crois qu'il est absolument nécessaire que chacun se prémunisse et surtout que le devenir de sa commune puisse être celle que les élus communaux et que le devenir du territoire communautaire sera celui des élus communautaires auront bien voulu faire. Et l'EPFL, je peux vous assurer, j'y siège au sein du bureau de l'EPFL, est un outil où d'autres territoires font régulièrement appel à l'EPFL. Il va vous permettre à un moment donné, une fois que ça sera clairement indiqué sur votre PLU, sur votre document d'urbanisme, de pouvoir
préempter, de pouvoir acheter. Donc, s'il vous plaît, à un moment donné, si vous souhaitez garder la main sur le foncier dans vos communes, moi je vous invite à venir aux réunions du 22 octobre, du 12 novembre, du 13 novembre, alors là c'est en groupe de travail, de nouveau le 3 décembre et le 20 décembre, et ces réunions auront lieu de 18h30 à 20h30. Je crois qu'il est important vraiment que chaque commune se dote de l'outil et travaille avec l'outil EPFL. Alors là, il y a une information qui, quelque part, émane d'une proposition du bureau communautaire, bureau qui s'est tenu le 23 octobre. C'est le bureau qui peut seul prendre la décision. Ah oui, qui se tiendra le 23 octobre. Et c'est le bureau qui peut prendre la décision. Mais je vous la donne un peu en amont. Vous savez qu'il existe sur Thionville une association qui s'appelle les Petits Loups. Cette association, je dirais, vient aider des familles lors de difficultés financières et notamment pour tout ce qui touche la petite enfance. C'est-à-dire, elle peut emmener du lait, elle peut emmener des couches lorsque les familles ont des enfants en bas âge. Et j'ai été saisi, il y a à peu près un mois de ça, où l'association, comme beaucoup d'associations, ont rencontré quelques difficultés financières à un moment donné. Et donc, lorsque, malheureusement, une association rencontre des difficultés financières, elle resserre les rangs. Et donc, il arrivait que une famille du territoire est allée à un moment donné demander un peu d'assistance. Et là, on lui a fait remarquer que la commune dont elle venait ne donnait rien à l'association. Alors, moi, ce que je vous propose, afin d'éviter ce genre de situation à l'avenir, c'est que la communauté de communes donne au nom du territoire et dans le cadre de la prochaine politique sociale que nous allons écrire et mettre en œuvre, que la communauté de communes verse une subvention à cette association, de manière à ce que la porte soit grande ouverte aux familles du territoire et qu'on puisse répondre et que l'association puisse répondre positivement aux attentes des gens. En plus, il s'agit d'une subvention qui n'est même pas très élevée. Je vous parle de 600 €. Voilà. Donc je crois qu'il est important que je vous donne l'information en amont, mais je n'imagine même pas que un ou une d'entre vous dise non, non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc le 23 octobre, le bureau communautaire actera un don de 600 € à l'association des Petits Loups qui permettra aux familles de ce territoire de pouvoir aller tranquillement et sereinement demander assistance dans le cadre d'une politique petite enfance et d'un manque. Voilà, donc je crois que j'ai un peu fait le tour. Je voulais juste m'assurer que chacun a bien signé la feuille d'émargement. Il y a 4 procurations. Donc Michel Erga, procuration à Jean-Marie Cridel. Viviane Winterhardt, procuration à Jean-Luc Kasmierzak. Pierre Jacques, pour lequel j'ai une pensée particulière ce soir. Et bien sûr, si vous en êtes d'accord, je lui enverrai un mot de l'ensemble des élus communautaires, ainsi que quelques petites douceurs lui souhaitant un bon rétablissement. Donc Pierre Jacques a donné procuration à Nicole Cortez. Et enfin, Isabelle Renoir, procuration à Denis Bon. Donc je constate que le quorum est atteint. Pour cela, il faut désigner un ou une secrétaire de séance. En l'absence d'Isabelle Renoir, Madame Genet-Mincion, ce privilège vous revient.
je pense que vous l'acceptez. On vous remercie. Et si vous voulez bien, nous allons pouvoir démarrer ce conseil communautaire qui, de par les rapports, n'est pas très ardu, à mon sens. Mais des fois, ça réserve des surprises, comme dans le sport. Donc, si vous voulez bien, le point numéro 1 concerne l'approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 26 juin 2012. Alors, avez-vous des questions? Si vous n'en avez pas, nous allons procéder à son approbation. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 2 concerne un ensemble de décisions que j'ai prises dans le cadre de mes délégations sur la période du 11 juin au 26 septembre. Vous avez été destinataire du document avant la réunion de ce soir. Avez-vous des questions? Monsieur Zenner. Concernant la décision, en page 8, il y a une décision qui a été prise concernant l'attribution du marché d'entretien d'éclairage public le 27 août et qui a été en fait annulée c'est à la page 10, le 6 du 9. Alors, je vais savoir pourquoi en fait il y a eu attribution puis annulation de la décision. Le contrat d'éclairage public. Alors, attends, je ne la retrouve pas. C'est en bas de page 8. Oui. En bas de page 8, décision 2012-48, attribution d'un marché d'entretien d'éclairage public des 20 communes. Et ensuite, on a annulé cette décision le 6 septembre. La deuxième ligne de la page 10. Patrick. Hein? Oui, ça a vérifié parce que ça m'étonne. Le marché à Citeos a été attribué. Oui, et Citeos intervient dans les communes. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Oui. Comment, Antoinette, je vous donne le micro. Parce qu'on s'est aperçu que c'est le bureau qui devait décider. Donc c'était une délégation du bureau et pas du président. Mais c'est bien Citeos qui, comme initialement, avait été attributaire du marché, qui reste attributaire du marché, mais simplement administrativement par l'intermédiaire d'une décision du bureau. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'avais une deuxième, oui, concernant la page 9, décision des contrats de prêt, donc décision 2012-50 et 2012-51. Je vois que les taux d'intérêt comptés et contractés sont à 4,47 et à 4,60. Oui. Donc, sur des périodes de 15 et 20 ans, je pense que les taux sont, enfin pour moi, sont élevés. Est-ce qu'il y a eu une négociation sur ces taux et je les trouve relativement élevés, quoi. Alors, non seulement il y a eu une négociation, et aussi bizarre que cela puisse paraître, malgré la situation financière de la communauté de communes de Cattenom. C'est vrai, on est une communauté de communes rurales, tout ce qu'on veut. Mais on avait demandé des prêts supérieurs et on nous a même pas donné l'ensemble de la somme qu'on souhaitait. Donc on a rencontré, même la communauté de communes de Cattenom a rencontré de vraies difficultés à obtenir un prêt. Alors que vous savez tous que notre endettement représente 9 mois de nos rentrées, alors que les autres collectivités, leur endettement représente 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Alors, malgré notre positionnement, on a dû discuter très dur et c'était très compliqué. Donc ça, c'est bien les meilleurs taux qu'on a eus, mais on n'a même pas eu l'ensemble de la totalité de la somme demandée. Voilà. Donc, vous pouvez imaginer les difficultés que les autres collectivités et les particuliers peuvent rencontrer. Je crois qu'à un moment donné,
il va falloir ramener de l'ordre dans les boutiques banques, quoi. Alors, moi, j'ai vu une émission sur Capital dernièrement, et effectivement, on a tendance à, je dirais, à contracter des prêts aux établissements publics bancaires, je dirais, de la région. Alors, on s'aperçoit que dans l'émission Capital, il y a certaines communes qui n'hésitent pas à aller au-delà de la région, et notamment de la région nantaise, où en fait les taux d'intérêt sont relativement bas, parce que la région nantaise apparemment est une région dynamique qui embauche, et la santé apparemment de cette région se porte bien, et ce qui fait que les taux bancaires sont beaucoup plus bas. Et moi je considère qu'effectivement, je pense qu'il faut peut-être aller... En Meuse En Meuse, ou peut-être, j'en sais rien. En tout cas, si on fait des prêts, d'aller voir peut-être ailleurs que de la région Lorraine, et peut-être aller voir d'autres établissements banquiers pour les mettre aussi en concurrence entre eux, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'ils font aussi un petit peu pacte régional, quoi. Et je pense qu'il faut aller peut-être au-delà de la région pour contracter les meilleurs taux, quoi. Bernard, juste pour te rassurer complètement sur le sujet, tu sais que la communauté de communes, lorsqu'on fait des prêts et lorsqu'on les négocie, on s'adjoint en plus les services de la société Concerto, Concerto Finance. Et donc, avec l'appui de Concerto Finance, qui brasse quand même large, c'est les meilleurs taux qu'on a réussi à trouver. Voilà. Donc, alors, aller prospecter au-delà du territoire, pourquoi pas? Mais si ça se trouve, même Concerto Finance a été. Mais aujourd'hui, c'est une réelle difficulté. Y a-t-il d'autres questions? C'est un dont acte. Voilà, donc dont acte et je vous remercie. Le point 3 concerne des décisions de bureau. Des décisions de bureau du 12 juin 2012. Y a-t-il des questions? Non? Donc, dont acte également, je vous remercie. Le point 4, c'est la même chose, c'est des décisions de bureau du 10 juillet 2012. Y a-t-il des questions? Non, merci. Le point 5, c'est des décisions du bureau du 28 août. Y a-t-il des questions? Non, je vous remercie. Nous voilà arrivés au point 6. Donc, au niveau du point 6, nous avions acté le fait que la communauté de communes assiste à l'étude sur le grand équipement dans le Nord mosellan. Donc là, il s'agit, on est toujours sur les mêmes bases. Il n'y a aucun engagement sur le grand équipement, hein. On est simplement dans le cadre des études. Et pour ça, nous sommes obligés de désigner un titulaire et un suppléant dans le cadre de la commission d'appel d'offres du groupement de commandes. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir choisir le bureau d'études qui va faire cette étude. Donc, je vous propose d'en être le titulaire et Denis Bord d'en être le suppléant. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Est-ce que quelqu'un d'autre est intéressé? Non. Donc, si vous voulez bien, on peut passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point 7, je pense que vous l'avez tous plus ou moins lu. Je vais essayer de le résumer d'une manière la plus succincte possible. Aujourd'hui, il est important pour la Sodévam, d'ailleurs, M. Melchior était déjà venu me voir par le passé, le capital de la Sodévam par rapport au nombre d'opérations qu'il faisait, son capital était un peu faible. Tout le monde connaît un peu le nombre d'opérations que peut mener la Sodévam. Et donc, à un moment donné, eux aussi, pour rassurer les banques, ils ont souhaité, et les actionnaires que nous sommes, avons souhaité laisser se faire une augmentation du capital. Donc, dans le cadre de l'opération de capital,
il va y avoir un actionnaire tel que le département qui va rentrer, la ville de Sarreguemines va y rentrer. Donc la Sodevam va vraiment augmenter son rayon d'action. Donc par rapport à ça, il est demandé d'approuver le projet d'augmentation de capital social de la Sodevam. Quel va être notre résultat de l'opération? Au départ, nous avions, alors là je parle de mémoire, 6600 actions au sein de la Sodevam qui représentaient un engagement de 185 ou 183 000 euros. Donc la Sodevam, dans le cadre de l'augmentation de ce capital, à travers des fonds qui étaient en réserve, a souhaité, avant l'augmentation du capital, aussi remercier les actionnaires historiques que nous sommes, que vous êtes. Et donc, aujourd'hui, nous détenons toujours nos 6600 actions, mais elles valent, je vous parle, ne me demandez pas le chiffre exact, à moins qu'il soit marqué, mais 235 000 euros. C'est-à-dire que le gain pour la communauté de communes de capital a été est de 50 000 euros. L'action est passée à 35 euros. Voilà. Donc, quelque part, il y avait des années où on a clôturé difficilement ou négativement, même des fois. Donc, quelque part, cette reconnaissance permet aux actionnaires historiques d'avoir été un peu récompensés, d'avoir toujours soutenu la Sodevam. Donc, il est proposé d'approuver le projet d'augmentation des statuts et donc et de donner bien sûr les pouvoirs aux représentants de la communauté de communes à l'Assemblée générale de la Sodevam. Pourquoi dans cette délibération c'est marqué aux représentants de la communauté de communes? Parce que la délibération suivante va nous faire désigner les différents représentants. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Bernard, l'air de Biarritz t'a fait du bien, je te trouve en vert. Vas-y. Ouais, je me suis posé la question, en fait, pourquoi le conseil d'administration de la Sodevam a refusé que les salariés puissent en fait acheter des actions. Parce que je trouve que c'est motivant pour du personnel de pouvoir contribuer en fait à augmenter. Pourquoi le conseil d'administration s'est opposé au fait que les salariés pouvaient acheter des actions? Alors, au départ, c'est quand même une société d'économie mixte qui est issue des collectivités. Souviens-toi, il y avait au départ, à la base, historiquement, il y avait même des entreprises. À un moment donné, dans le cadre des statuts, ces entreprises sont parties. Aujourd'hui, il reste encore la caisse de dépôt et de consignation, deux, trois actionnaires différents. Et donc, il était important que les collectivités, et tu verras bien, et je pense que si tu as lu le rapport suivant, sur la représentation après au niveau du CA, c'est très compliqué. C'est-à-dire que aujourd'hui, deux collectivités historiques auront des délégués, c'est Communauté d'Agglo Thionville-Port-de-France, qui, avec les parts de Yutz à la base, à un moment donné, a hérité des parts de Yutz, et je crois que maintenant, elle va récupérer l'ensemble des parts de Yutz, ou en tous les cas, c'est en discussion, et la communauté de communes. Et ensuite, toutes les autres collectivités, ceux qui, pour certaines, étaient aussi engagés depuis le départ, n'auront que 2 sièges. Donc toutes les nouvelles, Sarreguemines, je crois que c'est Marsal qui était historiquement dedans, voilà, ou Montbédy, pardon, pas Marsal, Montbédy, tout cela, l'arc mosellan, c'est 3F. Donc tout cela vont devoir désigner 2 délégués. Si demain, si on avait en plus ouvert au personnel, ça devenait compliqué,
Et si ça se trouve, il y a beaucoup de chances qu'ils n'auraient même pas pu être représentés au sein du CA. Voilà. Donc, comme on est parti d'une société d'économie mixte publique, on est resté dans l'idée d'une société d'économie mixte publique. Y a-t-il d'autres questions? Si on a pu, on peut passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, le point suivant vous donne un peu la constitution du conseil d'administration. Donc, il va y avoir 12 sièges. Sur les 12 sièges, 6 vont revenir au Conseil général de la Moselle. La communauté de communes de Cattenom, 2 sièges. La communauté de communes d'agglomération Thionville-Port-de-France, 2 sièges. Et l'Assemblée spéciale, c'est ce que je disais, c'est l'ensemble des autres collectivités, 2 sièges. Jusqu'à présent, la communauté de communes de Cattenom avait 3 représentants, qui étaient Michel Chiby, Willy Zayvert et moi-même. Donc demain, nous en aurons dans ce nouveau système que 2. Alors, moi, bien sûr, je vais vous proposer des candidatures. Après, s'il y en a d'autres, eh ben, on procédera au vote. Mais moi, ce que je vous propose, c'est que les 2 sièges qu'on avait, de laisser M. Willy Zayvert et Michel Chiby siéger au conseil d'administration de la Sodeva. Vous inquiétez pas, j'y serai encore. Vous avez vu qu'il y a 6 sièges au niveau du département. Hein? Non, mais donc je serai candidat au niveau du département. Après, ça sera une élection, mais je serai candidat au niveau du département. Donc, si vous en êtes d'accord, on peut laisser nos collègues Willy et Michel retourner au conseil d'administration de la Sodevam et qu'ils soient les représentants de la communauté de communes à ce conseil d'administration. Y a-t-il d'autres candidatures? Je me dois quand même de poser la question. Si on n'a pas, ça nous évite d'aller chercher une urne et de passer la nuit. Oui, elle est là, l'urne, tu as raison, Jean-Marie. Voilà, donc, est-ce que quelqu'un est contre ces 2 candidatures? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, dans l'ADEVAM, dans cette auxiliaire de développement et d'aménagement, la Sodevam, bien sûr, sera actionnaire de l'ADEVAM. Donc, vous avez vu, à travers le rapport que vous avez eu, les différentes missions de l'ADEVAM, hein, promotion immobilière d'accueil, implantation d'entreprises, activité économique, production et distribution d'énergie renouvelable, amélioration de la performance énergétique des bâtiments et équipements. Donc il vous est demandé aussi d'approuver le fait que la Sodevam rentre au capital de l'ADEVAM à hauteur de 500 000 € et donc de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération, et notamment à la notifier à la Sodevam. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce sujet assez technique? Si on n'a pas, on peut procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne toujours la Sodevam et bien sûr son rapport de gestion. Afin de gagner un peu de temps, et sachant que vous l'avez tous lu, y a-t-il des questions? Et si on n'a pas, je vous demande d'en prendre acte. Sommes-nous d'accord et pouvons-nous passer au point suivant? Donc, Michel, à toi la parole. C'est bon.
Le point numéro 11 concerne l'exercice 2012, décision modificative numéro 2. Donc, cette décision modificative se porte sur les sections d'investissement et de fonctionnement. En ce qui concerne l'investissement, il y a un équilibre en recettes et en dépenses de 318 830 €. Je vais vous résumer un petit peu ces réajustements budgétaires et ces ajustements. On affecte une enveloppe supplémentaire de 108 000 € pour le lancement du marché lié au renouvellement du parc informatique des communes et de la communauté. Modification d'imputation pour l'étude abattoir du fonctionnement vers l'investissement. Une enveloppe supplémentaire de 38 000 € pour des travaux de voirie dans la zone artisanale à Volmerange-les-Mines. Une enveloppe supplémentaire de 10 000 € qui permettra l'installation d'un éclairage à la déchetterie de Cattenom. Réajustement des opérations maîtrise d'ouvrage délégués pour la fourniture budgétaire de candélabres dans diverses communes pour un montant de 120 000 €, tant en dépenses qu'en recettes. Et régularisation de l'imputation budgétaire pour la cession des terrains à EDF. Voilà ce qui concerne principalement l'investissement. Le reste, ce sont des réajustements budgétaires suite à différentes opérations. Alors, oui, juste un point, c'était sur... parce que c'est quand même un point de politique, notamment sur la voirie de la zone de Volmerange-les-Mines. J'ai souhaité, et je crois qu'on en a discuté aussi avec Willy et les élus de la 5e commission, il est important que nos zones aient une tête de zone un peu finie. Et jusqu'à présent, la zone de Volmerange-les-Mines, parce que la politique en place était, on fait une zone, tant qu'elle n'est pas complètement achevée, on ne termine pas la voirie. Nous pensons, avec les élus de la 5e, que ça fait un peu, excusez-moi du terme, un peu brouillon. Et donc, notamment la zone de Volmerange-les-Mines, nous avons décidé de lui donner maintenant son aspect définitif. D'où par exemple, cette modification budgétaire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Michel, si tu veux continuer. Alors, toujours dans le budget principal, concerne la section de fonctionnement qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 0 €. Donc pour cette section, il s'agit essentiellement de réimputation comptable. Deux dépenses sont identifiées, l'enveloppe prévue pour la participation communautaire à des stages BAFA et la prise en charge des stages obligatoires pour le service des ordures ménagères. Avez-vous des questions? Oui, Jean-Marie. C'est ouvert au personnel? Employés des périscolaires. Ok, merci. Oui, et alors, c'est non seulement les employés du périscolaire, mais c'est aussi dans le cadre de la politique que la 2e a mis en œuvre, c'est-à-dire que les associations du périscolaire aujourd'hui constatent un manque de jeunes diplômés en matière de BAFA et de BAFD. Et donc la communauté de communes apportera une subvention aux jeunes du territoire qui s'engageront dans le cadre de ces stages. Je crois que ces stages coûtent à peu près 600 € de mémoire. Et donc nous apportons une subvention à hauteur de 200. C'est bien ça, hein, Gérard, je crois. Voilà. Donc, et d'autres organismes viennent aussi. Ce qui fait qu'un stage qui à la base en coûte 600, à la part du jeune ou de la personne qui veut y aller, il va peut-être lui en rester un tiers à sa charge. Est-ce que les associations de périscolaires ont été avisées? Comment? La demande émane d'eux. La demande émane des associations. Voilà. Et ça passe en commission demain soir. Voilà, donc deux demandes. Hein. Le personnel, déjà, qui travaille avec les associations, mais aussi les jeunes du territoire qui veulent demain en faire un. On a une vraie carence en matière de BAFA et de BAFD, et puis, quelque part, c'est quand même toujours un petit moyen qui peut être utilisé pour se faire un peu d'argent de poche durant les grandes vacances, lorsque tous ces jeunes
vont aller ou iront faire des colonies de vacances ou même sur le territoire des séjours lors des mois d'été ou des vacances scolaires. S'il n'y a plus d'autres questions, Michel? Ah oui, on peut voter alors. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci. Michel? Le point numéro 12 concerne le budget d'assainissement collectif, toujours pour l'exercice 2012. Des décisions modificatives, numéro 2. Alors, en investissement, il y a une somme qui s'équilibre en recettes et en dépenses de 4 624 €. Ces crédits permettent l'acquisition de terrain pour le contrat Bayronne-Puttelange. Et en exploitation, l'équilibre recettes-dépenses s'élève à 36 378 €. Ces crédits sont revus pour permettre notamment la prise en charge de la mise à jour du zonage assainissement de 6 communes, leur versement à l'agence Haut-Rhin-Meuse de la redevance modernisation 2011, et puis des réajustements mineurs, comme vous pouvez le constater. Avez-vous des questions? Oui, Jean-Marie. Ça va. Je vois qu'on a prévu 10 000 € pour des dépannages sur vérins. Est-ce que ces vérins ne sont pas encore sous garantie ou ne sont plus sous garantie? C'est les anciens postes qui font que les vérins, a priori, ont dépassé la date de garantie, quoi. À la steppe de Rodemack. Oui, parce que Rodemack, maintenant, a combien d'années de vie? Oui, 6-7 ans. Donc on a dépassé les durées de 3 ou 5 ans qui... Je la pensais plus jeune. C'est le maire de Rodemack qui est jeune. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Je vais passer la parole à notre collègue Patrick Belli. Donc moi je vais vous présenter et faire un point sur l'état d'avancement des travaux ERA sur VICC. Donc vous savez que c'est un programme sur lequel on avait pris du retard et qu'on est en train de rattraper. Donc on va vous faire une information pour vous dire où on en est aujourd'hui. Donc le programme théorique 2010, Byron rue principale, deuxième tranche, c'est réceptionné. Breistrhof, rue de Thionville et rue des Écoles, c'est réceptionné. Échange, les deux entrées, reste à implanter les lampadaires. Gavis, rue de la Forge, deuxième tranche, réceptionnée. Kampfen, rue de Gaulle et rue Schumann, première tranche, réceptionnée. Puttelange, deuxième tranche, réceptionnée. La partie des travaux théoriques pour 2011. Alors, les dossiers de consultation à lancer avant fin 2012 suite à la réception des données France Télécom. Donc, on avait eu des petits soucis fut une époque. C'est en train de se mettre à plat et on réussit à rattraper tout ça. Donc, pour les travaux du premier seront engagés premier semestre 2013, sauf Volmerange et Zoufgen. Boost, rue de Gaulle, la quatrième tranche, c'est le centre, et Baspart. N-tranche, rue du Stade, des Écoles et de la Chapelle. Échange, annexe de Molvange. Ça va m'amener des amis, ça, Molvange. C'est l'autre morceau du village. Rodemack, annexe de Zemin. Roussy, rue Neuve, des Trois Frontières et du Bourg. Trois Fontaines, oui. Volmerange, rue de la Liberté, entrée Luxembourg, les travaux sont en cours. Volmerange, rue de la Liberté, la partie centre n'est pas engagée. Zoufgen, rue de la Gare, les travaux sont en cours. Programme théorique pour 2012, donc c'est toujours les dossiers de consultation entreprise à lancer pour le deuxième trimestre 2013. Donc on a reçu toutes les informations avec France Télécom. Donc Échange, le village. Gavis, rue Jeanne d'Arc, Étange, rue de Gaulle, première tranche, et Victor Hugo, Puttelange, rue Pasteur, Imelin et la partie de Alain, Volmerange, rue de Molvange, et Zoufgen, le restant de la traverse de la rue principale. Oui, je vois ici Puttelange. Puttelange, rue Pasteur, plus Imelin, plus Salin. Entre parenthèses, point d'interrogation. Faute de frappe ou réalité?
Ça sera une faute de frappe. Merci. De travaux, Patrick, seront-ils tenus d'une manière ferme? Parce qu'en Alors, fait, tout ce il qui est y a annoncé des là, travaux de aujourd'hui, c'est préparation. bouclé. Tout ce qui est annoncé là, c'est bouclé, on sait où on va. Pour la partie 2013 et répondre aux engagements du président, on engagera tout en 2013. Ça ne sera peut-être pas réalisé, mais au moins on est sûr de pouvoir tout engager et pouvoir lancer les consultations. Okay, on a pris merci. un peu de retard, mais on n'arrivera pas à tout rattraper comme on le souhaitait. Mais les engagements du président seront respectés. Vous connaissez un peu la problématique du retard. Hein. On a eu quelques... Non. C'était des conventions avec France Télécom. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais à la base préparé, et je voulais profiter de la presse pour avoir un réquisitoire assez dur à leur égard. Mais comme les choses sont en train de se détendre et de s'arranger, je vais faire du politiquement correct. Donc, pourvu qu'on continue sur le même rythme, c'est-à-dire le rythme où on reçoit aujourd'hui les conventions. On a pris énormément de retard, quasiment un an s'est écoulé entre le moment où des travaux programmés sur 2010-2011 et le moment où on a reçu les différentes conventions. Donc le retard est essentiellement et uniquement dû à la problématique de ces conventions. Voilà. Je trouvais ça dommage à un moment où tout le monde avait peut-être besoin de travail. Du coup, on décale un peu l'ensemble des choses et on arrive à lancer des appels d'offres au moment où des projets de terrassement très importants, je ne vais pas reciter Terra Lorraine, mais je veux dire, ça va quand même donner du travail à bon nombre d'entreprises, tant mieux. Mais ça veut dire aussi que l'approche sur les prix ne va plus être forcément les mêmes. Il faut qu'on en soit aussi conscient. Hein, je veux dire, une entreprise qui a un calendrier qui est chargé, vous ne faites pas les mêmes offres qu'une entreprise qui a besoin de vite mettre son personnel au travail. Bon. Voilà. En tous les cas, le retard, Jean-Marie, n'est pas dû ni au service, ni au personnel de la communauté de communes, ni aux études. Voilà. L'écart est à 90% dû au problème du temps qu'on a mis avec les conventions dans le cadre de France Télécom. Et je vous rappelle qu'il a même été question, et là je parle sous le contrôle de Patrick, il y a eu même une décision où on préfinance les investissements de France Télécom à des endroits pour avancer. Mais pour qu'on puisse même les préfinancer, il nous faut la convention. Donc à un moment donné, plus que dire on les préfinance, on y va, voilà. Donc on trouvait un peu long le fait d'avoir un document administratif. Mais les choses s'arrangent. J'en suis ravi. Oui, M. Belli. C'est rouge. Donc, il faut quand même savoir que pour pouvoir répondre à la pression qu'on a pour pouvoir honorer l'engagement du président, on a fait appel à des bureaux d'études spécialisés dans le domaine qui aujourd'hui vraiment nous permettent de pouvoir rattraper tout ce retard. C'est vrai qu'on a eu des difficultés avec des conventions un peu spéciales. Aujourd'hui, on voit le bout du tunnel, on y arrive. Malheureusement, il faudra quand même un peu de temps. L'objectif sera quand même atteint, lancer toutes les opérations avant la fin 2013, de telle manière à ce que les engagements soient tenus. Donc les travaux se réaliseront peut-être dans la durée, au-delà de ce qui était annoncé, mais ce qui compte, c'est que les engagements des entreprises soient lancés, les ordres de service soient faits. Ils seront difficilement peut-être finis pour 2014, quoi. Mais en tous les cas, ils seront démarrés. Voilà. Y a-t-il des questions? Si on n'a pas, c'était un point d'information, et donc je peux passer la parole à Monsieur Willy Zayvert. Merci, Président.
Alors, l'objet, c'est donc prolonger la voie à l'organisation. Non. Si, quand même. Bon, allez, si vous voulez. Moi, je veux bien user un peu de courant. Donc, ça concerne la convention cadre avec le PFL, donc l'avenant numéro 1. Vu la convention cadre intervenue le 17 septembre 2009, qui définit les conditions de l'association entre la communauté de communes de Cattenom et environ et le PFL, pour conduire sur le long terme une politique foncière anticipative sur les périmètres à enjeu de développement du territoire intercommunal. Considérant qu'il y a lieu de préciser les modalités de financement de l'étude, de définition des périmètres à enjeu, à savoir l'enveloppe prévisionnelle des dépenses liées à la réalisation de l'étude de stratégie foncière est arrêtée à 65 000 € hors taxe. Cette enveloppe comprend la rémunération du prestataire, les frais de publication et de reprographie. Le versement de la participation de la communauté de communes, soit 50%, s'effectuera sur la base d'un appel de fonds de l'EPFL. Aussi, après avis favorable du bureau communautaire en date du 10 octobre 2012, il est proposé au bureau communautaire d'approuver l'avenant numéro à la convention cadre susvisée à passer avec l'EPFL et d'autoriser le président à signer toutes les pièces afférentes à cet avenant. Oui, il est proposé au conseil communautaire. Hein. Voilà. Pas au bureau communautaire. Oui, lapsus. Avez-vous des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Dans le cadre des divers, donc si vous voulez bien, je vais traiter... pardon. Le point 16. Oui, mais oui, il y a le point 15. Viviane n'étant pas là, je vais le... Dans le cadre de la mise en place du CIAS, il est demandé, et donc les commissions qui sont réunies, la deuxième, il y avait la deuxième et la sixième, ont donné d'ailleurs un avis favorable, de saisir mairie conseil pour qu'il nous accompagne et qu'il nous appuie dans le cadre de la définition des orientations du CIAS. Donc c'est un document que Mme Strasser, qui est encore resté, abandonné par ses collègues, je veux dire, va écrire, et afin que vous, élus, et qu'elle, pour vous aider à écrire les orientations du CIAS, puisse s'appuyer sur mairie conseil, il faut une délibération. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc je vais poser plutôt la question, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc nous voilà arrivés au divers et le point numéro 16. Donc le point numéro 16, vous l'avez en détail sur vos tables. Ça concerne la motion pour soutenir le RASED. Il faut quand même savoir que 220 élèves sur l'année scolaire 2011-2012 ont bénéficié de l'aide du RASED. Et 220 sur un effectif de 2685 élèves. Donc déjà maintenant, il ne reste plus que 3 personnes, comme je vous l'avais dit dans le cadre du préambule, étant donné qu'une personne qui devait partir en retraite a demandé une année pour prolonger son exercice. Donc la motion, c'est pour réaffirmer et de demander que les effectifs actuels du RASED soient au minimum maintenus. Est-ce que nous sommes tous d'accord avec ça? Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Et je vous remercie surtout pour les familles et pour les enfants qui ont des difficultés dans le domaine du scolaire.
Le point 17, c'est le triste dossier du Nord-Mosellan en matière d'emploi à travers ArcelorMittal. Donc cette motion, et je vais la lire, a plusieurs buts. C'est de dénoncer l'attitude d'ArcelorMittal, de prendre acte de la décision du comité central d'entreprise qui donne 60 jours au gouvernement pour trouver un repreneur, de demander au gouvernement qui a affirmé sa volonté et montré sa détermination à trouver un repreneur, de s'engager à accompagner tout repreneur qui présenterait un projet viable pour la reprise du site et de la filière liquide, indispensable à la réalisation du projet ULCOS, appeler à l'inscription rapide à l'ordre du jour du calendrier parlementaire et au vote de la loi tendant à garantir la poursuite de l'activité des établissements viables, et enfin de demander à l'État qu'il obtienne en contrepartie de l'engagement des finances publiques des garanties d'investissement de la part de Mittal en vue de la pérennisation du packaging et de toute la filière froide. De demander aux représentants de l'État de mettre en œuvre un nouveau plan d'aide et de soutien à l'égard des entreprises sous-traitantes. De s'engager à se battre aux côtés des salariés et de s'associer aux initiatives de mobilisation de l'ensemble de la vallée de la Fensch et du bassin sidérurgique. Appeler à la mobilisation de l'ensemble des collectivités et acteurs politiques à se mobiliser pour l'emploi. Réaffirmer son engagement et son soutien en faveur du projet ULCOS. Et enfin, réaffirmer la volonté de travailler avec l'ensemble des partenaires au développement de nouveaux outils économiques tels que l'Europort et de renforcer l'attractivité de son territoire pour favoriser l'accueil de nouvelles entreprises créatrices d'emplois. Voilà en quoi consiste cette motion. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 18 concerne le contrat d'assainissement d'Échrange. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu un protocole transactionnel. Donc, il est simplement demandé de repousser la date de ce protocole par le biais de cet avenant jusqu'au 11 novembre 2012. Étant donné que des suggestions techniques imprévues ont conduit à un allongement de la durée des travaux. Et donc, bien sûr, de m'autoriser à signer l'avenant numéro 1 dans les conditions reprises dans le projet. Avez-vous des questions? Donc, si vous n'avez pas, on va passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Dans le cadre des divers, moi, j'en ai encore un. Nous avons aujourd'hui, au sein du bureau, analysé un ensemble de fonds de concours qui étaient complets. Malgré, je pense, peut-être des relances. Aujourd'hui, il y a 3, 6, 9, 10, 11, 12 projets que nous ne pouvons pas traiter parce que ces dossiers sont toujours incomplets. Il y en a 3 à Boust. Nettoyage de 8 stations du chemin de croix, achat de mobilier centre socio-culturel, aménagement de la cuisine et bar du centre socio-culturel. Il y en a 2 sur Cattenom. Chauffage de l'école primaire de Zensich et panneaux lumineux d'information. Il y en a 3 sur Entranche. D'accord. Donc c'était rénovation, aménagement d'école. D'accord. Rénovation intérieure, extérieure, périscolaire. Et construction d'une nouvelle école maternelle, 3 classes, d'une cantine et d'un accueil périscolaire. Ah, oui. Moi j'ai ça dans les fonds de concours. Ah, c'est Étanges. Monsieur le maire d'Étanges, ça vous dit quelque chose, ça? Oui, c'est Étanges. Non, mais parce que, bon, il y en a que pour 4 millions d'euros, Jean-Marie.
Donc c'est étanche, Grande. Aussi, oui. Non, mais on l'a fait rapidement, donc c'est possible. Oui, non, mais on l'a fait rapidement, c'est pas une réponse. 4 millions d'euros. Donc, monsieur le maire de Roussy, il y en a un Roussy-le-Vilain. Oui. Extension d'un groupe scolaire. Oui. C'est bien ça. Bien sûr. Et il y en a 3 à Volmerange-les-Mines. Ah non Non, c'est les 3 derniers. Construction d'une annexe d'ateliers municipaux. Le dossier incomplet. Réhabilitation de toilettes école maternelle. Et installation chauffage auberge de jeunesse. Voilà. Donc, si vous souhaitez que nous puissions traiter ces dossiers avant la fin de l'année, faire en sorte que vous récupériez les fonds, faites en sorte que les dossiers soient complets, quoi. Oui, alors non, mais ça on verra la prochaine fois. On va mettre une procédure en place au niveau pour démarrer l'année prochaine, parce que je peux vous assurer que gérer les dossiers incomplets, c'est un temps fou qui est perdu par les services. Donc le dossier est incomplet, d'un coup, voilà une feuille qui vient, et il en manque encore 2. Donc à l'avenir, s'il vous plaît, envoyez un courrier avec une lettre d'intention. Sur ce courrier, vous sera retourné un listing des pièces nécessaires et de grâce, renvoyez le dossier que lorsqu'il sera complètement complet. Vous ne pouvez pas imaginer la perte de temps qu'à chaque fois ça occasionne. On va reprendre le dossier 10 fois, 15 fois en main. Quand il manque 3-4 pièces, les pièces vont arriver à une délibération un jour, donc il va falloir aller le rechercher, le reclasser dans le dossier, le lendemain une autorisation X ou Y, et ainsi de suite. Donc, s'il vous plaît, prenons la décision de redémarrer pour l'année 2013 sur les bases là, en disant voilà, on envoie une lettre d'intention, en retour de la lettre d'intention, vous avez une checklist, et une fois que la checklist est opérationnelle, alors vous envoyez le dossier avec l'ensemble des papiers. Ce qui fait que les services l'ont une fois, le dossier est complet, on le met au bureau, et les fonds de concours derrière vous sont délivrés. Voilà, donc Jean-Marie, j'ai vu que tu avais d'autres divers. Oui, moi je voudrais intervenir tout simplement sur l'envoi des dossiers pour la réunion de ce soir. Je sais bien qu'on ne va pas toujours tous dans nos mairies les samedis, mais en fait, moi j'ai pris connaissance du dossier de ce soir hier matin. Donc le facteur vraisemblablement l'a mis dans la boîte aux lettres de la mairie d'Étranges samedi. Je trouve que ça fait peut-être un petit peu court. Les dossiers sont partis jeudi. Donc logiquement... vendredi soir, il n'était pas à la mairie, il est arrivé voilà, samedi. Logiquement, on a considéré qu'il y avait une journée entre le moment où on le poste et que ça arrivait sur le territoire. Donc vous auriez dû logiquement les avoir vendredi, quoi. Bon, bref. Voilà. Tout à l'heure, quand on parlait des modifications budgétaires, il a été fait état du renouvellement du parc informatique. Est-ce qu'il y a déjà une date déterminée? Alors, le matériel informatique, j'ai posé la même question parce que certains de nos collègues m'avaient déjà interrogé sur ce sujet, doit être livré et installé pour la fin de l'année dans toutes les mairies. Ok. Voilà. Et dernier point, on a changé l'affectation d'une somme pour l'étude de l'abattoir. Où en sommes-nous avec l'abattoir? Et j'en arrêterai là. Non, en plus, c'est une question vraiment d'actualité. On a eu une réunion dans le cadre du comité de pilotage il y a une semaine à peu près. Donc, dans le cadre de cette réunion, des choses ont été mises et ont été plus ou moins entérinées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur la partie abattoir, sur la partie chambre de maturation. Alors, où un débat s'est instauré lors de cette soirée, et on peut le comprendre, et il est légitime, c'est sur l'atelier de découpe.
Donc nous avions la chance d'avoir, dans le cadre de la soirée, M. Christian Nozal, qui est à la fois président de la Chambre des métiers, mais aussi boucher et président de la Fédération des bouchers, oui. Et nous avions bien sûr des agriculteurs. Les deux n'avaient pas la même approche de l'atelier de découpe. Pour les uns, c'est, je schématise, mais c'est quasi, ça peut être de la concurrence déloyale, et pour les autres, c'est quelque chose d'utile. Donc ce débat-là a été conclu de la manière suivante, en disant que sur un tel projet, il doit y avoir un terrain d'entente où on peut jouer, où ils peuvent jouer, et les agriculteurs, et les fédérations des bouchers, et les professionnels des métiers, gagnant-gagnant. Donc, la Chambre d'agriculture étant présente, j'ai demandé à la Chambre, avec un délai, alors je ne sais plus, je crois que pour pas plomber le planning, je crois qu'ils ont un mois ou 6 semaines, je crois. Oui. Pour travailler ensemble, et donc c'est la Chambre qui va initier cette réunion, où les agriculteurs et les bouchers doivent déterminer s'il existe une bande où ils sont gagnants-gagnants dans le cadre d'un atelier de découpe, et ensuite de nous dire la largeur de cette bande. Voilà. Ce n'était pas à nous, élus et politiques, d'aller se positionner entre les agriculteurs et le monde des bouchers. Donc la Chambre va faire le relais. Donc régulièrement maintenant des réunions du comité technique ont lieu. Mais aujourd'hui on en est là. Le bureau de Paris là, a rendu un peu une partie de son analyse, hein, de manière à pouvoir continuer à travailler. Il a fait des comparatifs, notamment sur des prix, sur des rapports de poids, de manière à calibrer l'outil par rapport au sondage que lui a eu avec les agriculteurs. Souvenez-vous, l'association en avait fait un premier, et donc lui a été reprendre contact avec l'ensemble. Donc dès que nous aurons l'ensemble du travail qui s'arrêtera à un chapitre, ce chapitre et cette information reviendra à la 5e commission chez nous, mais reviendra aussi dans les autres EPCI. Voilà. Donc le dossier continue d'avancer et on est sur le timing initialement prévu. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Puisque nous sommes dans l'informatique, où en sommes-nous avec l'étude qui a été lancée par la communauté de communes concernant la DSL dans les communes les plus défavorisées? Alors, aujourd'hui, il y a déjà eu beaucoup de... Aujourd'hui, il y a déjà eu, je dirais, beaucoup de réunions de travail. D'une part, au niveau du cabinet qui a fait l'étude. Donc l'étude a mis en œuvre et a pointé du doigt les problématiques. Les problématiques de Himelin, les problématiques de Berck sur la partie des chalets qui doit être reliée par le biais de Haute-Cons. Mais après, là aussi, il faudra qu'on voit. Du village de Hentranche. Donc aujourd'hui, on a ciblé les problématiques. On a eu également une réunion avec les services du département, parce qu'on est quand même sur un dossier où le département doit aussi porter tout ce qui est haut débit, notamment à travers la moelle épinière qu'il a fait avec le RHD 57. Il y a eu des réunions d'information au niveau organisées par les services de l'État. Hein, c'est la préfecture, auxquelles Patrick Belly et Didier Beck ont aussi assisté. Et il va y avoir une réunion prochainement avec un opérateur qui est Numéricable. Bon, après,
on veut savoir si c'est lui qui a demandé à nous rencontrer. Donc aujourd'hui, on a l'étude, on a la réunion à la préfecture qui s'est tenue la semaine dernière, hein, c'était ça, la semaine dernière, et on a la réunion avec le Conseil général qui s'est tenue il y a 15 jours. Donc maintenant, là aussi, on va tout rebrasser et je vais vous donner le rendu de la chose. Mais je m'étais engagé que pour l'automne, on a l'étude. L'étude est faite et on a ciblé les choses. À partir de là, moi, ce que j'espère, c'est qu'au mois de décembre, parce que la discussion était qu'aujourd'hui, la communauté de communes a une compétence sur l'étude. Hein, donc pour moi, le but est qu'au Conseil du mois de décembre, on a pu se voir, on a pu travailler, et qu'on pourra à ce moment-là décider si la communauté de communes va plus loin que l'étude ou pas plus loin. Voilà. Mais aujourd'hui, au niveau des informations nécessaires pour pouvoir travailler et décider en décembre, aujourd'hui on a les informations. Donc maintenant on les met en forme, on les ingurgite parce qu'il y a beaucoup d'informations techniques, on vous les rend, et ensuite, au mois de décembre, on verra bien ce qu'on fait et si la communauté de communes doit s'engager plus loin sur ce dossier. Je sais. Est-ce que Patrick Belly veut rajouter peut-être quelque chose? Donc, par rapport à ce que vient de dire le Président, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a des réflexions qui évoluent par rapport à la fibre en elle-même. C'est-à-dire que la fibre servirait surtout à venir alimenter tous les villages de telle manière à leur donner une nouvelle source, avoir un regain d'informations qui puisse être communiqué à la population. En sachant aussi que les annonces du Président sont qu'on puisse parvenir à terme à avoir au moins le triple play partout, à savoir que c'est les offres qui sont la télévision, Internet et le téléphone. Donc, attention de ne pas aller voir pour mettre du 100 mégas ou des choses comme ça, on n'en est pas là. Hein, c'est là, aujourd'hui, c'est donner un débit suffisant qui réponde à une demande générale. Après, si on en arrive à des gens qui demandent de telles valeurs, il faut quand même regarder les choses autrement. On n'est pas disposé à pouvoir répondre à ça dans l'instant. Aujourd'hui, aussi bien l'étude, aussi bien les techniques qui sont mises en œuvre vont nous permettre de pouvoir répondre aux engagements du Président. Aujourd'hui, moi, je vois le système que nous avons mis en œuvre à Zoufgun avec là une coopération très bonne et très forte de France Télécom. Je veux dire, aujourd'hui, le problème du haut débit, je veux dire, on n'a plus de pression. À Zoufgun, bon, toi, Zep, tu sais pas te servir du truc, mais je veux dire, aujourd'hui, on n'a plus de demande. On a réglé la problématique. Alors après, les gens veulent toujours aller plus vite, plus loin. Je veux dire, il y a 2 ans de ça, ils voulaient ouvrir 100 photos en 30 secondes. Maintenant, ils veulent ouvrir 5 films. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on devra toujours courir derrière la charrette ou pas? Parce que même si demain, on met de la fibre qui va laisser passer tout, après-demain, technologiquement, c'est quand même des choses qui évoluent un maximum. Non, mais je suis d'accord. Je veux dire, la disparité, enfin, moi je veux bien. Et... Oui, alors les investisseurs, c'est encore autre chose. Je veux dire, à un moment donné, alors je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais bon, nous on a été bien accompagnés sur le projet, mais quelque part, à la base, la problématique, elle est communale. Elle est communale et un opérateur. Donc, demain, si la communauté de communes vient au secours de nos habitants, c'est bien parce que les élus communautaires l'auront voulu. Mais quelque part, à un moment donné, le maire de Zoufgun avait le même problème et on a réglé, quoi. Oui, mais dans ce cas-là, Jean-Marie, ça ne serait pas plus à la communauté de communes. Donc à un moment donné, il est important que les collectivités répondent à l'attente de leurs concitoyens. Si les opérateurs ne viennent pas sur le truc, je dis, nous on l'a fait au niveau de Zoufgun, alors demain, je ne suis pas contre.
parce que c'est vraiment un problème récurrent. Et moi, le territoire, je change de village quasiment toutes les semaines lorsque je vais rencontrer les habitants. C'est un problème récurrent. Je veux dire, les habitants de Putelange, d'Imelin, je les ai vus déjà régulièrement. Les habitants de chez toi aussi, Jean-Marie. Il y a toujours un petit groupe qui vient me demander où on en est, si on avance. Donc aujourd'hui, la communauté de communes, vous avez donné la compétence de l'étude. Si au mois de décembre, vous souhaitez qu'on aille plus loin, je ne suis pas du tout contre, au contraire. Mais il faudra voir comment on y va et il faudra voir jusqu'à quelle limite on y va. Pour moi, je pense que la barre, c'est ce qu'a dit Patrick Belli auparavant, c'est le triple play. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Il faut à un moment donné fixer une barre. Et pour moi, c'est cette barre-là. Si demain, on doit aller faire des investissements supérieurs, emmener la fibre à l'habitant, je veux dire, ça ne va pas être, à mon avis, on ne peut pas tout faire. Je pense que pour nous, il sera peut-être, et on réglera la problématique de beaucoup d'endroits, en emmenant au centre du village un débit supérieur, de manière à ce qu'une ventilation meilleure puisse se faire à chacune des maisons. C'est ça. Mais après, pour aller emmener de la fibre à chaque maison, je ne suis pas sûr qu'il faudra aller jusque-là. Oui, Bernard. Oui. Par rapport à ce débat, moi, je pilote la commission câble au sein de la commune et la ville de Cattenom est câblée. Et on s'est posé la question, quel est l'avenir du câble sur Cattenom ? Et donc, pour répondre à cette question-là, j'ai fait venir un directeur commercial d'une société d'économie mixte qui est située à Colmar, qui s'appelle Vialis, qui exploite en fait l'ensemble du réseau fibre, télé, téléphone, etc. sur toute la région Alsace, et qui est partie prenante, je dirais, actuellement Moselle, du fait que certaines communes se regroupent à l'heure actuelle, notamment Bassam, Agondange, Voipy, où on a des autoroutes qui existent aujourd'hui au niveau de la fibre grâce au réseau RHD. Et Vialis, aujourd'hui, est capable en fait, de nous fédérer, et ce qu'il souhaite en tout cas, c'est nous fédérer entre communes pour qu'on se regroupe. Aujourd'hui, la question qu'on se posait, c'était pourquoi en fait, on a une tête de réseau ici à Cattenom, et aujourd'hui, le Cattenom voudrait telle chaîne de télé, etc. Or, quand notre délégué actuel veut négocier avec les télévisions, il est beaucoup trop petit pour effectivement négocier avec Canal+, ou avec Canal Play des secteurs, etc. On est beaucoup trop petit. Donc en fait, il faut se regrouper. Donc l'idée aujourd'hui que l'on a, et on va travailler avec un séminaire d'une journée complète sur la part que en fait, la commune peut donner dans un investissement global qu'on peut faire entre communes, avoir une tête de réseau commune et de pouvoir profiter en fait, du réseau très haut débit. Quand on parle du très haut débit, pour lui, la réponse est claire. Il faut du 100 mégas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout s'interconnecte dans les maisons. Vous avez des télévisions aujourd'hui qui sont interconnectées, vous avez des iPads, et les maisons de demain seront tous interconnectées et on fera de la domotique dans les maisons. Et donc si aujourd'hui on veut développer et faire des choses, c'est sur le très haut débit qu'il faut aller. Voilà. Et en tout cas, aujourd'hui, la question, on est câblé, on a des fibres autour de Cattenom, et effectivement, la question qui va se poser, c'est qu'on a des fils cuivre entre la rue et l'habitant. Est-ce qu'il faudra effectivement retirer des câbles ? Voilà les questions qui se posent à nous. Et après, effectivement, en tant qu'élu, la question de fond, c'est est-ce qu'on va mettre effectivement de la fibre jusque chez l'habitant ? C'était interdit il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est autorisé. Et les appareils électroniques que vous achetez, ils sont capables en juste de se connecter sur la fibre. Donc voilà un petit peu la réflexion actuellement que nous avons, nous, sur la commune. Et moi, je vous invite en tout cas à vous rapprocher de Vialis, qui ont une approche technique et je dirais à la fois technique et financière de ce que ça peut coûter à une commune de pouvoir mettre du réseau à très haut débit. Ouais. Alors, moi, il y a plusieurs choses, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, on n'a pas été bon. On le sait, on a tiré et on a fait des voiries, on n'a pas posé de gaines supplémentaires. Aujourd'hui, on le fait. Aller dans certaines communes qui ont été terminées il y a 2 ans ou il y a 3 ans et aller tout repéter pour aller mettre tout et machin, ça sera quand même un questionnement financier qu'il faudra se poser. Et ensuite, par rapport à celles qui n'ont pas eu du tout de travaux, moi je pense qu'elles interviendront que en deuxième
deuxième tête de pont. Ensuite, il y a quand même une inconnue. Et si on veut aller, ça dépend sur quel débit on veut aller, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas qui est en train d'arriver, c'est le 4G. Si le 4G nous évite d'aller casser toutes nos routes et de tirer des milliards de fibres et que chacun a, quel que soit l'endroit, du haut débit à travers le 4G. Je veux dire, donc, la problématique est qu'on est sur un sujet où la technique évolue à une vitesse où des collectivités comme nous, entre le moment où on fait l'étude, qu'on décide, qu'on fait la réalisation, la technologie a déjà changé 3 fois. Donc il faut qu'on avance sur le dossier, certes, mais par exemple, il faut quand même qu'on ait une oreille et un œil attentifs sur l'impact que va avoir le 4G. Si le 4G règle le problème à tout le monde. Je veux dire, je veux dire, voilà, en tous les cas, il faut qu'on avance sur le sujet, mais qu'on soit quand même prudent. Oui, M. Belli. Donc moi, je voudrais intervenir, répondre à la fois aux 2 intervenants précédents. Il faut rappeler quand même que pour France Télécom, sa mission, c'est le téléphone. Le hasard de la technologie a voulu qu'on puisse faire de l'Internet grâce à ça, mais leur mission est là. Donc après, il faut avancer avec eux. C'est pour ça qu'on ne peut pas se retourner en permanence vers eux. Ils n'ont pas d'obligation d'Internet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Bernard, quand tu parles des réseaux câblés. Il y a quelques communes sur la communauté, c'est spécifique. Donc en premier lieu, le but était d'aller raccorder les points noirs de la communauté et de reprendre pour que tout le monde puisse avoir un minimum acceptable. Donc on avait dit le minimum acceptable, c'était de l'ordre de 10, c'était quelque chose de jouable. Au niveau par rapport aux travaux qui sont faits, les problèmes qu'on avait rencontrés avec les conventions avec France Télécom, c'était justement de pouvoir préparer l'arrivée de la fibre à l'abonné. Le FTTH, c'est pour ça qu'on avait des problèmes par rapport à différents accords pour utiliser le matériel mis en place pour que dans l'avenir, on puisse justement intervenir et ne pas recasser, comme le disait Michel, au préalable, tous les travaux qu'on a pu faire. Donc, aujourd'hui, par rapport à tout ça, il faut aussi savoir, Michel a parlé du 4G au niveau des téléphones, il faut savoir aussi qu'il y a des satellites aujourd'hui sur lesquels ça travaille, et il faut savoir aussi qu'il y a un progrès technologique au niveau du réseau du coaxial qui va permettre d'avoir un débit supérieur. Apparemment, c'est ce qu'on nous en a parlé la semaine dernière. Moi, je ne connais pas les détails, mais apparemment, le réseau cuivre n'est pas mort. Alors après, c'est vrai que si tu veux 100 mégas, je ne parlerai pas comme toi. Moi, 10 mégas me va très bien. Et 90% de la population, ça leur ira très bien. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ont besoin de plus que ça. L'objectif est quand même de couvrir un maximum avant de pouvoir rentrer dans le détail, comme le disait Michel. Mais je crois que la demande initiale de nos habitants sur le territoire, c'est vraiment ceux qui ont 0. Aujourd'hui, ceux qui ont 10 ou 15 et qui en veulent 100, je suis désolé pour eux, mais c'est pas ma problématique. Moi, je suis quelqu'un qui dit les choses comme je les pense. Aujourd'hui, c'est pas ma problématique. Ma problématique, c'est ceux qui ont 0, c'est ceux qui sont à 512. Je veux dire, on a parlé de fracture sociale, mais on a une vraie fracture en matière d'Internet numérique. Cette fracture numérique existe. Et aujourd'hui, dans un système où Internet est plus que nécessaire et plus que utile, je pense que la mission, la première mission, et peut-être même, à mon sens, la seule mission de la communauté de communes, sera de réduire cette fracture numérique et d'aller s'attaquer sur les zones où il y a du 512, où il y a rien. Voilà. Voilà un peu mon sentiment. Mais Lucien, le dossier est dans les tuyaux et on devrait pouvoir se positionner comme promis en décembre si on va plus loin ou pas plus loin. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui rentrent et une bonne fin de soirée pour les autres.